Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans l'invité de Le Grand Soir. L'un des sujets qui inquiète même le gouvernement, c'est bien la gestion de la population carcérale. Le sujet a fait objet de plusieurs rapports, de plusieurs organisations de respect des droits de l'homme. Le gouvernement a cela à cœur et met d'ailleurs en place plusieurs politiques pour une certaine correction de la situation. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ces effectifs pléthoriques dans les prisons? Nous faisons ce soir l'analyse et nous abordons quelques pistes de solutions dans ce numéro de l'invité de Le Grand Soir. L'invité ce soir, c'est Distel Amoussou. Il est consultant en communication et médias. Bonsoir à vous, Distel Amoussou. Bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir, Angèle. Alors, vous avez choisi ce sujet, certainement, qui vous inquiète également. Quelle analyse faites-vous justement de ce nombre inquiétant, si on peut le dire comme ça, de cet effectif pléthorique dans les prisons? Je tiens à remercier UTélé pour son invitation à cet exercice. Il faut dire que j'ignore parfaitement d'où vient cette communication subite autour de la surpopulation dans nos prisons. Et cependant, c'est un sujet qui doit retenir l'attention. Simplement parce qu'il interpelle notre vie en communauté. Et c'est en cela que j'ai fait l'exercice de regarder les tranches d'âge dans nos maisons carcérales. On observe très facilement que les personnes qui dominent cette population sont inscrites dans la tranche d'âge de 20 à 50 ans. C'est-à-dire que c'est la tranche de validité avérée. C'est donc des bras valides du Bénin qui sont handicapés de cette façon-là. Alors, il faut se demander d'où viennent les causes. C'est quoi les causes? C'est des causes qui viennent de plusieurs domaines et de plusieurs secteurs et de plusieurs faits. Des causes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et si je dois faire l'exercice de les énumérer pêle-mêle, je vais parler de la démission de la famille, de son rôle d'éducation. C'est le premier, disons, élément de cause que je peux indexer. Donc la famille recule, le cercle familial recule dans sa mission, dans son devoir d'éducation. Et cela s'observe. Vous pouvez et ne pas être celui-là qui a acheté une moto à votre enfant, mais vous rentrez le soir, vous découvrez qu'il gare une moto et vous ne posez pas de questions, vous n'investiguez pas, vous ne l'amenez pas à vous dire quelle est l'origine de cette moto. Votre jeune fille d'une vingtaine d'années rentre, vous découvrez avec elle un smartphone d'une valeur de 700 000 francs CFA. Elle n'est qu'étudiante. Ou, au pire des cas, elle n'est qu'écolière ou élève. À partir de ce moment, vous ne l'interrogez pas. Alors, j'inscris cette posture-là dans la démission, n'est-ce pas, du cercle familial de son devoir d'éducation. Et sur cette démission, est-ce que la pauvreté ne pourrait pas expliquer, si je donne je prends ce cas, est-ce que la pauvreté ne pourrait pas expliquer cette démission? Puisque les parents n'ayant pas les moyens, et que les enfants ramènent les moyens à la maison, c'est tout bénef. C'est vrai que la pauvreté a le dos large, mais on peut être pauvre et digne. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, qu'on a à peine 2 repas par jour, qu'on va admettre que l'enfant amène, d'où on ne sait, une moto à la maison. Non, ça n'est pas parce que on est pauvre que l'ordinateur, le laptop qu'on n'a pas acheté à son enfant, on le retrouve avec lui, à usage permanent. À partir de ce moment-là, on peut s'interroger. Est-ce que c'est la pauvreté qui va nous amener
à manger tout et de tout? Je crois que non, c'est une démission. Et on a tout fait de mettre ça sur le dos de la pauvreté. Je ne suis pas, c'est pas mon avis, je ne suis pas de ceux qui pourraient penser de cette façon-là. L'autre démission, l'autre cercle qui a démissionné, c'est notre société. Et là, il faut se demander où sont les valeurs dans notre société. Nous sommes aujourd'hui dans une société où le mimétisme fait que on est amené, on est enclin, les jeunes sont enclins à suivre celui qui est sans profil, sans qualification et qui réussit apparemment, qui peut rouler carrosse, qui peut exposer des bouteilles de champagne, qui peut défiler autant de femmes ou d'hommes qu'il désire, qui peut fréquenter les meilleures boîtes de nuit, qui peut jouer, qui peut avoir dans son salon le meilleur dispositif d'accueil. Mais voilà quelqu'un qui est sans profil et sans qualification et qui fait ça aux yeux de la société. Les autres copient. Les autres ont tendance à copier. C'est ce que j'appelle le mimétisme de la déraison. On veut copier, on veut suivre ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas admis par la norme sociétale. Alors, il faut interroger notre société, d'où la communauté. Il y a quelques années encore, de toutes les façons, nous, en notre temps, lorsque vous commettez des bêtises, je mets ça en griffe, un enfant commet des bêtises dans la rue, dans le quartier, les autres parents, les autres aînés pouvaient prendre la responsabilité sur eux de le ramener à l'ordre, de lui administrer des fessées si possible, et d'en rendre compte aux parents qui appuient. Mais aujourd'hui, lorsque vous touchez aux cheveux de l'enfant d'autrui, mais vous êtes traîné dans tous les commissariats et devant toutes les juridictions. Et puis nous avons dit que la correction, n'est-ce pas, corporelle, physique, n'est plus admise à l'école dans notre société. Parce qu'on a tout fait de parler de violence et de voies de fait. Notre constitution dit que nul ne peut, n'est-ce pas, subir un traitement dégradant ou humiliant. Et votre enfant qui a 18 ans, n'est-ce pas, serait prêt à vous opposer cette disposition légale. La société qui nous entoure avec les ONG qui sont à la rescousse. Donc c'est le revers de la médaille, au fait, c'est ce que vous dites. C'est cela. Et donc aujourd'hui, le parent est dubitatif. Est-ce qu'il faut lever la baisse sur l'enfant? Jusqu'à quelle proportion la rigueur parentale s'arrête pour que le parent ne tombe pas sous le coup de la loi? D'accord. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que la famille et la société. La déviance devient totale et intégrale, presque, pour mettre un peu de bémol dans notre société. Parce que c'est encore au sein de cette société, quand même, qu'il y a des jeunes qui ont reçu une éducation rigide, qui arrivent à se construire et à construire leur avenir de façon décente. Voyez-vous? Et donc, lorsque on a évalué ces causes-là, on va rajouter la démission des systèmes étatiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la norme est de prendre et de foutre en prison. Mais après, il n'y a plus de passerelle pour la réinsertion, la réintégration. De sorte que les enfants qui sont punis aujourd'hui, au cœur même de nos maisons carcérales, sont au fait des produits psychotropes, des comportements déviants. Quelqu'un qui a volé un poulet, un téléphone, un smartphone, qui se retrouve à séjourner et à côtoyer un délinquant de grand chemin pour 3 mois, pour 1 an, pour, je le sais, 24 mois. Voyez-vous, des liens se tissent. Le rapprochement se fait.
Et donc, lorsque cet enfant-là se retrouve dehors, s'il n'y a pas un cadre pour l'accueillir, il n'y a pas une main, il n'y a pas un sociologue, un psychologue, un pédagogue pour lui parler, pour le récupérer dans un autre environnement, n'est-ce pas, pour le reformater, eh bien, il va rechuter. Et lorsque vous rechutez, tout le monde sait que la rechute est plus dangereuse que la première manifestation de la pathologie. Donc, sur cet aspect, la prison forme encore beaucoup plus de délinquants. Malheureusement, et cela, il faut l'inscrire à la charge du gouvernement, hein, par rapport à son refus d'installer le dispositif d'accueil et de réinsertion des personnes ayant transité par la prison. L'autre chose essentielle qu'il faudra... Est-ce un refus d'installation, ça a existé à un moment donné, peut-être qu'il est défaillant. De toutes les façons, ça n'est pas visible. Et en dehors de cela, il y a même, justement... J'ai eu à entendre parler de dents, n'est-ce pas, et où on allait casser des pierres. Comme oui, les travaux d'intérêt généraux, comme on le dit. Aujourd'hui, je ne les vois pas, je ne les perçois plus. Voyez-vous? Et je dis, qu'est-ce que ça coûte à l'État? Je dis État, hein, je ne dis pas gouvernement. Je ne dis pas le président Patrice Talon. Parce que c'est un phénomène qui date d'il y a très longtemps. Voyez-vous? Qu'est-ce que ça coûte à l'État de mettre en place des ateliers nationaux en soudure, en mécanique, en forgeron, je ne sais quoi, pour, n'est-ce pas, qu'à la fin du séjour carcéral du jeune, on puisse l'interroger sur son choix, en regardant son profil, ses prédispositions, n'est-ce pas, pour le réorienter et lui donner une formation aujourd'hui. Dans le cadre des activités, des chantiers, hein, en cours dans notre pays par rapport aux infrastructures, mais les entreprises peinent à trouver des coffreurs, des ferrailleurs, des plombiers, et pourtant notre jeunesse est enclin à porter des pantalons taille basse et de circuler dans la rue. Bon, on ne peut pas non plus les mettre sur les chantiers sans aucune expérience, dit Selamsou. La formation technique et professionnelle doit être une clé de sauvetage pour cette jeunesse-là. Voyez-vous? Et mieux pour la jeunesse qui a connu un séjour carcéral. Cela va constituer une passerelle de reformatage et de récupération. Voyez-vous? Et l'autre chose qui crée la surabondance de la population dans nos maisons carcérales, il faut le dire, il n'y a pas de maison d'arrêt à Cotonou. On parle de prison. Il faudra faire une clarification conceptuelle. La bonne formule, c'est la maison d'arrêt. Il faudra faire une clarification conceptuelle pour dire que vous n'allez en prison que lorsque vous êtes condamné. C'est-à-dire, après votre jugement, vous êtes convaincu des faits qui vous sont reprochés, vous êtes condamné, vous allez en prison. Mais avant, lorsque vous avez passé le séjour au commissariat pour les enquêtes préliminaires, on vous a notifié votre garde à vue et que vous êtes présenté au procureur, vous êtes un prévenu, vous n'êtes pas, vous êtes accusé, vous n'êtes pas bon pour la prison. Vous allez à un endroit qu'on appelle maison d'arrêt. C'est justement là, voyez-vous, qu'il traîne. Mais aujourd'hui, la procédure prend du temps. Lorsque vous allez dans nos prisons, faites la différence. Hein. Lorsque vous allez dans nos prisons aujourd'hui, vous avez des condamnés, c'est-à-dire des gens qui ont connu le cycle du jugement. Mais vous avez des gens, des prévenus, des accusés, qui sont en prison, qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils seront jugés, qui sont même parfois oubliés, et qui sont là. Et donc, on dit, les prisons sont pleines. Il va falloir dissocier, créer des maisons d'arrêt et des prisons à part. De sorte que le séjour dans une maison d'arrêt ne dure que le temps, n'est-ce pas, de l'instruction du dossier jusqu'au jugement. Et c'est lorsque la personne est convaincue, le prévenu est convaincu des faits qui lui sont reprochés et qu'il a une condamnation sur le coup, qu'on le transfère dans une prison pour aller purger sa peine. Mais si vous mettez
les accusés, parce qu'il y a la présomption d'innocence. Bien sûr. Mais si vous mettez tout le monde dans la même cour, et cela pose problème. Vous ne pouvez pas gérer. Et mieux, du point de vue psychologique, et face au regard de notre société, le regard qui stigmatise, lorsque dans le cadre de flagrant délit, vous êtes présenté au procureur qui vous dépose, et que vous revenez 2 semaines après, et qu'on vous juge, et que vous êtes innocenté, mis hors de cause, mais vous avez passé 15 jours gratuitement à la prison, dans une prison. La société vous regarde comme un repris de justice. Vous ne pouvez pas passer de maison en maison, de hameau en hameau pour dire « j'ai été blanchi ». Il a fait la prison, c'est ce qu'on dit. Vos enfants sont choqués. Vous passez, on dit « ah tiens, lui, il est encore champ de voiture, il a fait la prison. Oh, très bientôt, maintenant, il retournera dans sa maison. » Vous voyez un peu. Alors donc tout ça constitue des causes de surpopulation, surpeuplement dans nos prisons. Et quand on a fini de faire cette analyse des causes, on peut essayer quelques pistes de solutions pour sortir de l'auberge. Dans vos analyses, on y voit déjà transparaître quelques pistes de solutions, justement. Alors, en l'état, dit-elle Amoussou, quand on sait que parfois les procédures sont longues, quand vous évoquez la famille qui a démissionné, de même que la société et l'État aussi, qui, selon vous, doit avoir une autre politique de gestion des différents crimes qui sont opérés. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour d'autres pistes de solutions, dit-elle Amoussou? Alors, ce qu'on va dire, c'est d'interpeller la société civile, parce qu'aujourd'hui, cette société, ces organisations-là sont complètement absentes, sauf que en cas d'élection. Sauf qu'en politique, on les voit de plus en plus, et pendant les élections, elles sortent de tout et de partout. Voyez-vous, mais l'IEC a disparu de notre comportement. L'information, l'éducation et la communication. Voyez-vous, aujourd'hui, très peu de jeunes écoutent nos radios. Il y a l'impact des smartphones, l'Internet. Donc, nous sommes absorbés, drogués par d'autres cultures, d'autres manières de voir la société. À partir de ce moment-là, il va falloir que chacun, à son niveau, joue sa partition, à commencer par la cellule familiale, qui est la plus importante dans ce rôle-là. Il y a les médias, il y a vous et nous, à travers, par exemple, que cet exercice que nous faisons. Multiplier tout ceci, surtout dans nos langues. Aller toucher, n'est-ce pas, les hameaux les plus reculés pour dire que ce n'est pas en ville qu'on a, ce n'est pas forcément en ville qu'on a le bonheur. Regardez le nombre de émigrants à Cotonou. Mais ça dépasse le nombre de fonctionnaires que nous avons. Et ils dorment à la belle étoile, sous l'échangeur de Weiho, à l'étoile rouge, dans les stations-service. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, c'est une porte ouverte à la délinquance. Lorsque tu abandonnes ton épouse et tes enfants à Coli ou à Zé, ou à Zinvier, à Ouida, à Pomassé, pour venir à Cotonou chercher de l'argent du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, qui s'occupe de l'éducation de tes enfants à la maison? La femme seule? Non, cela doit nous interpeller. Voyez-vous? Et lorsque... N'est-ce pas un peu complexe, dit-elle Amoussou? On peut faire un petit arrêt là-dessus. C'est un peu complexe, puisque l'homme qui sort, il a l'obligation d'être pourvoyeur, justement. Et son rôle de pourvoyeur... il y a des charges incompressibles. Justement. Mais au même moment, le meilleur investissement d'un homme, c'est celui qui les exerce sur son enfant, sur sa progéniture. Mais si tu cours 5 jours pour aller chercher de l'argent, et que madame est au marché, les enfants sont laissés à qui? Ce que je dis est valable pour les cadres de la société, les personnes dites civilisées, où papa est en mission tout le temps, maman est dans l'administration, et on laisse l'éducation aux
chauffeurs, aux conducteurs, au personnel de maison. Au personnel de maison. Qu'est-ce que nous voulons? Vous pouvez payer les plus grandes écoles à vos enfants. Lorsque vous n'êtes pas présent, lorsque vous n'êtes jamais là, mais vous ne pouvez pas en bénéficier. Vous ne pouvez pas attendre un fruit. Vous ne pouvez pas demander aux fruits de porter la promesse des fleurs. Ça va être difficile. Donc, la famille doit se reconsidérer, se reconstruire. L'autre part de démission que j'observe et qu'il va falloir peut-être réorganiser, c'est du côté des religieux, des leaders d'opinion. Voyez-vous, aujourd'hui, les églises reçoivent la grande masse. Se multiplient de partout, mais avec zéro impact sur la conduite sociétale. On dirait que ce qui est plus important pour ces églises-là, c'est les dîmes, les deniers et de l'argent. Voyez-vous? Vous faites trop vite le procès. Hein, je ne suis pas en procès. Je dis on dirait. C'est l'impression que j'ai. Voyez-vous? Et je parle de toute église confondue. Quand je dis église, enfin, si vous voulez, tout le cercle justement religieux, c'est mieux. Voyez-vous? Il y a ça. Donc, il va falloir restructurer les choses à tous les niveaux. Le discours, rattraper ce qui nous a échappé au niveau des confessions religieuses, au niveau des ONG, de la société civile, au niveau de l'État, n'est-ce pas? En plus d'accélérer, n'est-ce pas, les jugements, il faut créer les cadres d'accueil et sérier, n'est-ce pas, maison d'arrêt, ou enfin, les premiers dépôts là, de la prison, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas ce pléthore-là, ce brassage-là entre les adolescents, les primitifs en matière de délinquance. Les primo-délinquants, il faut les préserver, n'est-ce pas, pour ne pas en faire une proie facile aux ténors qui n'est-ce pas, risquent de les contaminer. Et donc je dis, pour les solutions, c'est de discuter par exemple avec l'association des artisans dans le pays. Il y en a plein. Il y en a des, j'en connais, soudeurs, mécaniciens et tout. Discuter avec eux, voir quel apport peuvent-ils donner ou faire, si vous voulez, pour ne pas me répéter, oui. Pour que, à la sortie, à la fin, n'est-ce pas, de la peine de ces jeunes-là, l'État puisse disposer de contrats, n'est-ce pas, avec ces ateliers, à défaut d'en construire, avec ces ateliers, hein, les femmes qui ont envie d'apprendre la couture, la coiffure ou autre chose, l'État puisse en même temps accompagner les patrons de ces ateliers et placer, n'est-ce pas, ces jeunes-là qui ont connu la malchance ou la maladresse de vivre une vie carcérale pour un temps, pour qu'on n'en fasse pas, n'est-ce pas, des délinquants de grand chemin après. Ça fait partie de mes esquisses de propositions. Et il appartient au ministère, n'est-ce pas, de la petite et moyenne entreprise qui a à charge ces artisans-là. D'autant plus qu'on a une chambre maintenant, une chambre de métier de l'artisanat. Voilà, pourquoi pas, de discuter, de voir la possibilité de la chose. Pour récupérer cette jeunesse-là, ne pas la laisser couler. Parce que ce n'est pas parce qu'on a trébuché une fois qu'on est complètement à terre pour la vie. Voyez-vous, dans son parcours, un homme peut être amené à commettre des déviances, des imperfections, mais l'essentiel... C'est pas l'idéal, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repentisse. Voilà, c'est ce qu'on nous a enseigné, mais trouver les moyens de les récupérer, n'est-ce pas? Parce que en fait, c'est le droit aussi. C'est le droit d'être récupéré. Absolument. Merci à vous, Distel Amoussou, pour votre analyse de cette situation et également vos esquisses de solutions pour donc sortir de l'auberge et réduire un peu cet effectif dont parle tout le monde aujourd'hui. Vous vous êtes interrogé sur d'où vient subitement cette communication sur l'effectif pléthorique dans nos maisons d'arrêt. Les pistes de solutions
Donc, voilà ce que proposait Distel Amoussou. Merci C'est pour bon, votre c'est moi passage qui vous remercie. Merci aux téléspectateurs. pour ce sujet d'actualité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette rubrique, l'invité de Le Grand Soir. Je vous laisse en compagnie maintenant de Maël Lawson et de ses invités pour le débat de ce soir. Ça se discute de Le Grand Soir. Très belle soirée.